fait, ce soir, on va parler de l'âme. Qu'est-ce que c'est que l'âme? Alors, pas du point de vue église, mais du point de vue dans le regard chamanique. On va voir comment l'âme, c'est vraiment notre intelligence, celle du cœur et pas celle de la cervelle, et comment cette intelligence, en fait, elle peut être vraiment blessée à travers nos différents traumatismes de vie. C'est vraiment de ça dont je voudrais parler ce soir, et de voir comment le chamanisme, à travers des outils, une méthodologie très spécifique, très particulière et vraiment ancestrale à travers tous les continents, en fait, le chamanisme propose des outils complémentaires de la psycho. De la psychothérapie, et de ce qu'on utilise en Occident, que ce soit la psychanalyse, et voilà. Donc l'âme, en fait, c'est vraiment toute cette notion de mouvement. On a très peu de mots, on a esprit, âme, c'est à peu près pareil dans les autres langues que j'ai pu chercher, observer. Et c'est vraiment la notion de mouvement, animation, animus, voilà, c'est la vie, voilà, c'est toutes ces notions du mouvement et de vie, de vitalité, qu'on retrouve dans les racines du mot âme. Et les blessures et l'âme, je la compare à la vitalité de l'âme, je la compare à une boule à facettes. Vous voyez la disco, c'est-à-dire c'est une boule avec plein de petits miroirs tout autour. Et quand l'âme va bien, et ben en fait l'âme est très lumineuse. Lumineuse, ça veut dire qu'elle est créative, active, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle veut aller. En clair, il y a une pétillance. Voilà. Si on prend les enfants dans la cour de récréation, on voit où c'est pétillant. Et les traumatismes, alors je vous dirai un peu lesquels après, la série de traumatismes qu'on rencontre au cours de notre vie viennent en fait dégrafer ces petits miroirs, qui fait que, en fait, au fil du temps, et si on a eu des gros traumatismes, et ben en fait, il y a quelque chose qui s'affaisse dans notre élan vital. Voilà. Et dans le chamanisme, donc il y a un deuil par exemple, vous perdez un être cher, c'est normal d'avoir une descente dans le deuil, dans la dépression, mais après on a de la ressource qui fait qu'on remonte et on se réinscrit dans la vie. La perte d'âme, c'est vraiment le moment où en fait on reste en dessous. C'est vraiment typique, il y a quelque chose qui ne redémarre pas. Et qui ne redémarre pas au-delà de 2 ans, quoi. 2 ans, 3 ans de deuil, ça peut être des processus longs qui sont juste tout à fait naturels. Mais après, si 10 ans, le deuil continue, c'est vraiment qu'il y a ce qu'on appelle la perte d'âme. Ça va jusque-là, hein? Ok. Juste suivre mon plan, ouais. Quels sont les traumatismes où il y a de la perte d'âme? En fait, initialement, historiquement, alors juste entre parenthèses, le chamanisme, ça a entre 50 000 et 60 000 ans dans l'histoire de l'humanité. Donc et c'était notre première médecine, vraiment, voilà. Alors je vous en dirai un petit peu plus après. Donc c'est quelque chose qui a été beaucoup utilisé. Enfin, c'est notre médecine moderne, elle a à 200 ans, on est content, quoi. C'est vraiment très très court dans l'histoire de l'humanité. 50, 60 000 ans, c'est vraiment des outils qui ont été vraiment rodés et utilisés beaucoup. Les traumatismes, c'est-à-dire que la perte d'âme et l'outil qu'on appelle récupération d'âme, historiquement, c'était une façon de récupérer les gens quand ils avaient eu un traumatisme avec la peur de mourir. Voilà, parce que traditionnellement, dans le chamanisme, dès qu'il y a une peur de mourir, se faire recourser par un lion, par un tigre, en cas de guerre, voilà. Dès qu'il y a une peur de mourir, il y a une sorte de cisaillement du système énergétique, hein, ça coupe les pattes, mais ça ne fait pas que couper les pattes. Il y a vraiment quelque chose qui peut être complètement dissocié. C'est peut-être une expérience que vous avez eue dans des grandes frayeurs ou des grandes terreurs, de rester un moment à côté de vos pompes. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont eu ça. C'est-à-dire vraiment cette sensation qui dure plusieurs jours, voire plusieurs semaines, d'être à côté de soi. Voilà, ce qu'on appelle en psycho la dissociation, hein, le processus de dissociation. C'est-à-dire, je suis là, je suis avec vous, et pourtant il y a une part de moi qui est un peu à l'ouest. Alors je suis fonctionnel, mais je suis pas bien ancré. Hein. Donc là, il y a un travail spécifique pour faire ça. Donc dans les traumatismes, je parlais donc de la peur de mourir.
Ça peut être aussi l'annonce d'une maladie grave. Ouf, voilà, où le pronostic vital est engagé, on commence à voir les chocottes en se disant oup, oup, oup. Et après, c'est tous les violences. Donc, que ce soit les violences physiques, les violences psychiques, émotionnelles, ou les violences sexuelles. Donc là, déjà, on commence à rentrer dans des séries de traumatismes où on vit des choses pas simples. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans un traumatisme, on a une énorme capacité d'adaptation. Je prends un exemple où il y a eu par exemple de la violence dans la petite enfance. Et pas forcément de la violence où on est reparti avec des bleus et tout ça, mais juste les gifles faciles, les fessées faciles, voilà. C'est le genre d'histoire qui est très banale, selon les générations et le milieu familial d'où on vient. Et en tant qu'enfant, en fait, on s'adapte, on suradapte. Et puis on vit avec ça. Et puis, par contre, ça peut donner dans sa vie un adulte qui est très dur. Je me suis complètement coupé de mon système émotionnel. Alors ça a des avantages, parce qu'on survit grâce à ça, mais par contre ça a des inconvénients, c'est que on peut perdre en sensibilité et en qualité relationnelle avec l'autre. Voilà, c'est un petit exemple. Hein. Dans les traumatismes, on va avoir aussi tout ce qui va être traumatisme autour du deuil, hein, j'en parlais. Donc dès qu'il y a un deuil, alors évidemment il y a le deuil de la mort de quelqu'un qu'on aime, qu'on perd directement, évidemment. Mais il y a les deuils aussi qu'on fait, par exemple, dans les études. J'ai toujours rêvé de faire de la peinture, mais dans la famille, il n'y a pas d'artiste, c'était impossible, donc je suis allé ailleurs. Hein. C'est comme ça, par exemple, qu'il y a des adultes qui se retrouvent à prendre la succession familiale dans une entreprise. Et en fait, il y a une partie d'eux qui n'est pas du tout à sa place. Et là, on parle aussi d'une perte d'âme. Alors bon, c'est bien pour l'entreprise familiale qu'elle dure, mais il y a quelque chose qui est complètement terni dans le deuil d'avoir voulu faire de la peinture. Alors, évidemment, c'est toute la place laissée au hobby. On peut quand même faire des choses extra-professionnelles. Donc il y a les deuils. Et puis, il y a d'autres deuils, par exemple, qui passent bien inaperçus. C'est les deuils de la toute petite enfance dans les déménagements. Ça, c'est vraiment... moi, c'est une partie de mon histoire. Jusqu'à 3-4 ans, j'étais dans un milieu particulier, avec la petite enfance, etc. Et puis, en fait, je dois quitter l'école, les enfants, la maison, une famille d'accueil, et je me retrouve dans une autre famille. C'est ma famille, il y a beaucoup... Enfin, ça se passe pas trop mal, mais... La séparation est pas simple. Et ce qui fait que moi, dans ma vie, quand je dois bouger, déménager, tout ça, mais c'est la misère, quoi. Je sens que j'ai une inertie au déménagement, même si c'est génial et que je vais vers quelque chose de fantastique, j'ai une vraie résistance à entreprendre le déménagement. Ça me coupe les pattes. Alors je le fais parce que j'ai une force d'action qui prend le dessus, mais je sens en moi qu'il y a le moteur, j'ai pas les boosters allumés, quoi. Voilà. D'autres traumatismes, après, ça va être tous les traumas au moment de la naissance. Alors là, évidemment, on ne s'en souvient plus, mais par contre, tout notre système cellulaire s'en souvient. Alors ça va être les cordons autour du cou, ça va être les sièges, où il y a l'impression d'étouffer, les étouffements, les serrages comme ça. Alors ça demande, en général, les gens, ils arrivent là quand ils ont un peu travaillé des gens thérapiques, qu'ils ont déjà éliminé pas mal d'histoires perso, de blessures et tout ça. Et puis à un moment donné, ils s'aperçoivent qu'il y a vraiment quelque chose autour de la naissance. Autour de la naissance, par exemple, ça va être les séparations aussi pour maladie. C'est-à-dire le bébé, on l'attrape et puis pour sa survie, en fait, on va le mettre en couveuse 1 semaine, 2 semaines, voire plus. Mais encore cet après-midi, j'ai une amie qui m'a appelé au téléphone. Elle en est là dans son processus thérapeutique. Elle me dit, mais je ne connaissais pas cette histoire-là, et je lui dis, mais au moment de la naissance, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Et parce que j'ai dit, il y a une blessure de séparation. Et elle me dit, c'est exactement ça, j'ai été séparé pendant 1 semaine de ma mère pour être mis en couveuse. Alors c'est formidable, mais son système en souffre encore aujourd'hui alors qu'elle a 40 ans. Voilà. Et elle met le point dessus. Et ça se passe toujours, le reflet de ça, on va toujours le constater dans la relation, et beaucoup dans la relation de couple. Hein. C'est souvent là qu'on met en marche toutes nos névroses et nos histoires les plus difficiles. Voilà.
Et il y a une dernière tranche que je vais nommer, c'est toutes les blessures intra-utérines. C'est-à-dire, il y a la fécondation, on est des petites crevettes qui font quelques centimètres. Et en fait, dans cette période où on n'a pas encore le cerveau qui est vraiment en conscience, on peut déjà subir des traumatismes. Des traumatismes par la violence que vit la mère, par exemple, par des ruptures amoureuses de la mère pendant la grossesse. Ça fait partie des histoires qu'on rencontre. Et puis, une aussi qui est fréquente quand même, c'est les pertes gémellaires. C'est-à-dire que dans l'utérus, on le sait maintenant aujourd'hui médicalement, on a 15% de grossesses qui au départ sont gémellaires. Et sur ces 15%, en fait, il y a beaucoup d'éliminations. Il n'y en a qu'un qui survit. Donc on appelle ça le syndrome du jumeau perdu. Et en fait, pour le survivant ou la survivante, en fait, il y a une véritable blessure d'avoir perdu une gémellité intra-utérin. Et ça, en fait, on ne peut pas du tout s'en souvenir avec conscience. C'est un long parcours en général pour y arriver. Et ça, c'est une blessure majeure. Hein. C'est-à-dire que, je redonne les chiffres, on a 15% de grossesse au départ à ce qu'on connaît aujourd'hui. Et sur ces 15%, il y a seulement 1% qui arrive avec deux bébés à la naissance. Donc il y a beaucoup d'élimination. Et ça, c'est aussi une blessure de l'être qui amène beaucoup de souffrance en grandissant dès la petite enfance, dès l'adolescence, avec des dépressions de l'adolescence, et qu'on a beaucoup de mal à gérer en thérapie, et qu'on va traîner beaucoup dans l'âge adulte. Alors, juste pour donner une illustration, par exemple, ça peut donner des couples très fusionnels, qui n'arrivent jamais à séparer, à divorcer ou à se séparer, même quand c'est abominable dans la relation, ils n'arrivent pas à se séparer. Parce qu'il y a une force et une angoisse terrible à l'idée de perdre, de rejouer le scénario de la vie intra-utérine. Voilà. Ça, c'est des petites illustrations. Les symptômes, je les ai déjà un petit peu nommés, les symptômes qu'on peut avoir dans les pertes d'âme. Je sens que je plombe un peu l'histoire, je vous vois descendre dans vos chaises au fur et à mesure. Dès qu'on parle des traumas, ça fait bon. Parce qu'en fait, dans notre histoire, on est tous des survivants, en fait. Hein. Je suis sûr que si on checkait dans la salle, là, on a déjà tous échappé à la mort moult fois, quoi. On est tous des blessés, des traumatisés, des survivants. Et ça montre comment la vie, elle est féroce pour qu'on déploie quand même des capacités de survie phénoménales. Alors des fois, on est un peu clopin-clopant, on est un peu handicapé, mais on est quand même vivant. Et c'est là, en fait, que l'idée quand les gens font une thérapie, une analyse, tout ça, c'est de gommer la souffrance pour devenir un peu plus fonctionnel dans sa vie, et puis de reprendre un peu la pêche et de reprendre un peu les rênes de sa vie. Hein, c'est un peu l'idée. Et quand bonsoir, bienvenue. Et quand on récupère un peu les rênes, l'idée c'est de reprendre de l'énergie. Et dans le chamanisme, en fait, c'est vraiment ce qu'on fait. Dans ces processus, en fait, on va faire un parcours, quelque chose de particulier. Et en fait, l'idée, c'est d'aller récupérer l'énergie qu'on a perdue dans le passé au moment du traumatisme ou de la succession de traumatismes. Voilà, c'est l'idée. Et cette énergie, on la récupère, cette vitalité, on la récupère, on la met dans notre système et ça recrée un regonflement un petit peu des batteries. Et c'est vraiment un travail qui est à la fois différent de la psychothérapie, qui amène aussi toutes ces cartes majeures qu'on connaît bien, qu'on maîtrise bien aujourd'hui. Et c'est vraiment en complément parce que ça ramène de la vitalité dans notre système énergétique. Voilà. Ça va ? Ok ? Alors, je vais dire quelques mots sur le chaman, parce que peut-être vous avez vu des reportages, il y a beaucoup de mode autour de ça, donc juste clarifier un peu où on en est aujourd'hui en France, en Europe, par rapport à ça. En fait, pour moi, le chamanisme, déjà, ça s'est présenté dans les années 2000, 2001, 2002. À l'époque, j'étais en formation de psychanalyse jungienne pour le travail sur les rêves, en travail perso, hein. Et à ce moment-là, en fait, j'ai commencé à faire des rêves, mais incroyables, où je partais à la rencontre de chamans, et je participais à des cercles chamaniques,
Et juste pour mémoire, 2001-2002, Internet, c'était pas encore tout à fait au point comme aujourd'hui. Donc je peux pas dire que j'avais vu beaucoup de reportages, de documentaires. Enfin, c'était même pas une curiosité dans ma vie, en fait, à ce moment-là. Mais ces rêves étaient récurrents, étaient insistants, et à chaque fois que je me réveillais, mais j'étais en larmes. Il y avait vraiment quelque chose en moi qui était complètement ébahi, bouleversé par l'intensité de ce que je rencontrais dans ces rêves. Alors ça arrive des fois d'être bouleversé dans ces rêves, mais là c'était harcelant, c'était vraiment un harcèlement. Et puis finalement mon psychanalyste il me dit: écoute Florent, il faut vraiment que tu ailles voir qu'est-ce que le chamanisme a à te dire. Et là j'ai fait waouh. À l'époque c'était loin d'être aussi facile que maintenant. Et donc j'ai parlé, j'ai posé des questions, et en fait très rapidement j'ai pu rentrer dans un premier réseau français de gens qui travaillaient avec des chamans amérindiens. Donc moi j'ai tout un parcours de plus de 10 ans avec différentes traditions amérindiennes. Et mon obsession à l'époque, c'était, je voulais pas rencontrer des chamans farfelus. Donc mon idée, en fait, c'était d'aller au plus près du chamanisme traditionnel, primitif, au cœur de la forêt, des gens qui n'ont pas été, en fait, impactés par la religion, par la chrétienté, en fait. Donc c'était pas simple, mais je me suis quand même retrouvé donc chez les Indiens Shuar, en Équateur. Donc les Shuar, c'est une ethnie qui est à la frontière en fait entre l'Équateur et le Pérou. C'est un peuple guerrier, ancien peuple guerrier réducteur de tête. Donc je suis vraiment allé au cœur du truc. Donc j'ai été amené par 2 Françaises qui connaissaient très très bien, parce qu'à l'époque, dans mon réseau, dans mon environnement, personne n'avait fait ça. Donc j'avais entendu des gens, mais moi j'étais copain avec personne qui avait osé faire ça. Et donc me voilà parti pour vivre mes premières initiations. Donc à l'époque, j'ai travaillé avec l'ayahuasca. Donc c'est une plante de médecine extrêmement forte, extrêmement violente pour notre système énergétique. Et j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec un vieux, qui forme les chamans. Donc moi ça me mettait en sécurité de pas être avec un farfelu, avec vraiment quelqu'un que moi j'identifiais comme valable pour rentrer en processus. Donc on a fait beaucoup de cérémonies. C'était très dur, très très dur. Je vous conseille pas de le faire. Il y a vraiment des outils beaucoup plus doux, et c'est ça en fait aujourd'hui que je chemine avec et que je transmets. Voilà. Et donc ce chamanisme en fait m'a permis de monter en conscience et de mieux comprendre comment ça marchait, les états de conscience modifiés, ce qu'on appelle les autres mondes, l'espace de la réalité ordinaire qu'on a là maintenant, l'espace de la réalité non ordinaire dont fait partie les rêves. Hein. Dès qu'on rêve, en fait, on est dans un espace chamanique. Donc c'est quelque chose que tout le monde expérimente dans son quotidien, enfin dans ses nuits, plus ou moins. Et le chamanisme, en fait, c'est ce même endroit, mais au lieu de dormir et d'être inconscient, en fait, on est en conscience, voire en pleine conscience, pour accéder à ces autres plans. Voilà. Et donc, pendant des années, j'ai cheminé avec ça. Et petit à petit, en fait, je me suis rapproché donc, j'ai travaillé avec différents chamans, différents peuples. Et petit à petit, en fait, je me suis rapproché du chamanisme et des chamans aux États-Unis. Parce que là aussi, alors déjà au niveau de la langue, c'est plus facile. Enfin bon, je parle anglais plus facilement, la communication est plus facile. Il y a des gens, par exemple, qui vont travailler en Sibérie, mais en Sibérie, c'est un peu complexe. En Mongolie, c'est un peu complexe. Il y en a qui partent en Australie avec les aborigènes, mais là, eux, ils sont très protecteurs, donc c'est plus difficile de rentrer dans leur cercle. Donc il faut trouver le point d'accès. Il fallait trouver pour nous occidentaux le point d'accès. Et aux États-Unis, en fait, ils ont eu cette chance, c'est qu'ils ont pu, il y a 20-30 ans, vous en avez entendu parler, par exemple à travers Castaneda probablement, rencontrer des traditions indiennes sur le sol américain, et ils ont perfusé leur sagesse et leurs enseignements traditionnels amérindiens et la psycho, là où l'évolution de la psychologie américaine. Donc
ça commence à arriver en Europe, mais c'est pas encore vraiment inscrit. En France, on a des courants de psychothérapie qui sont très gestalt, biodynamique, voilà, des choses comme ça. Mais aux États-Unis, ils ont déjà fusionné et mis en reliance ces approches différentes, mais en fait qui peuvent vraiment se marier. Voilà. Et ça donne vraiment une approche très très pertinente pour accéder plus, aller plus loin. Voilà. Donc là aujourd'hui, moi j'en suis à cet endroit-là de mes transmissions parce que je vis des transmissions directes avec une chamane américaine qui s'appelle Patricia White au Buffalo. Et donc on travaille ensemble et elle vient en France, elle organise des groupes. Voilà, c'est vraiment très intéressant. Voilà. Et pourquoi le chamanisme revient aussi fort en Europe? En fait, c'est pas par exotisme. C'est parce qu'il y a vraiment... Il faut savoir que les premiers chamans amérindiens sont revenus en Europe dans les années 1990, 92. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais moi je me souviens de Raoni, qui venait, je crois qu'il était brésilien. Donc en fait, il venait faire des discours à l'ONU pour en fait alerter l'Europe sur l'importance et l'urgence de se reconnecter à la terre-mère, tout simplement pour sauver la planète, parce que la conscience à l'époque était juste pesticides, engrais, voilà. Donc pour réaviver la conscience écologique, mais pas 68 heures, Peace and Love, non, mais une vraie urgence de responsabilisation des décideurs et des dirigeants pour ça. Et ils n'étaient pas là pour former des chamans, des guérisseurs ou quoi que ce soit, ils étaient vraiment là pour travailler la politique et alerter la politique, voilà. Et c'est comme ça que le chamanisme, en fait, est revenu en Europe. Bon, évidemment, après, les Européens, les sensibles, ont commencé à vouloir rencontrer ces gens et à apprendre et à développer leur truc. Mais pour les Européens, c'était un peu complexe parce que... moi, ça me dérangeait beaucoup, par exemple, de chanter des chants de guérison et de connexion aux esprits en espagnol. Bon, espagnol, c'est pas loin. Mais je me disais, mais qu'est-ce qu'on chantait, nous, avant, en Europe, dans notre chamanisme celte, parce que c'était les Celtes, hein. Comment c'était avant? Et en fait, l'enjeu, il n'est pas de récupérer tous ces textes qu'on n'a pas, mais de reconnecter à la sagesse et un savoir-faire qui en fait est international. C'est-à-dire que si on compare, il y en a qui se sont amusés à le faire, hein, mais si on compare des chamans en Inde, en Mongolie, en Chine, il n'y en a plus beaucoup, vraiment, c'est vraiment dans des coins un peu perdus. En Russie, en Sibérie, qu'est-ce que j'oublie, en Alaska, après tous les Amériques du Nord et du Sud, en fait, on retrouve exactement le même savoir-faire. Hein. Je pense aux pays nordiques aussi, en Suède, Norvège, au nord, chez les Inuits. En fait, ils ont exactement la même dialectique partout. Après, ils vont utiliser des substances, des choses locales. Hein. Donc, c'est adapté. Mais la trame est exactement la même. Et ça, waouh! C'est-à-dire que le monde chamanique, en fait, avait inventé Internet, le web, avant qu'on le mette en place par nos universités et puis dans notre collectif. Voilà. Et c'est vraiment... un savoir-faire qui, même s'il a été mis en cendres ici en Europe en brûlant les sorciers et les sorcières, enfin ce qu'on appelait à l'époque les sorciers et les sorcières, en fait la connaissance, l'intuition de la connaissance, et il y a quelque chose du savoir-faire qui est indémodable et qui ne peut pas disparaître. Voilà. Donc aujourd'hui en France, on retrouve des gens qui vont faire des transmissions avec des grands cercles, avec la nature, avec le feu, avec les arbres, avec les animaux, avec l'eau, avec tous ces élémentaires. Et puis on retrouve des gens comme moi, ma recherche, en fait, c'était une recherche de soins individuels, parce que moi je consulte en individuel, quoi. C'est mon job. Donc moi j'avais une véritable curiosité pour dire
Mais comment ils font pour traiter les gens, ces chamans, c'est impressionnant, quoi. Comment ils font pour traiter? Donc ça a été tout le vecteur de ma recherche, voilà. Donc dans le chamanisme, j'en parlerai pas ce soir, mais on parle donc de récupération d'âme, c'est le sujet de ce soir, et on parle aussi d'extraction, c'est-à-dire en fait comment on enlève le mal dans un organe. Voilà. Le désenvoûtement, l'exorcisme est une pratique aussi chamanique traditionnelle. Hein. On n'en parle pas ce soir. Voilà. Ok? Est-ce que par rapport à ce que je viens de dire là maintenant, vous avez déjà quelques questions? Alors, sachez une chose, le plus timide ici, c'est moi. Ça se voit pas comme ça, mais j'ai beaucoup travaillé. N'hésitez pas à poser une question que votre petit de 8 ans poserait. Parce que c'est des questions qui paraissent hyper simples, sont toujours très pertinentes. Toujours très pertinentes. Donc, osez des questions qui vous paraissent ras des pâquerettes. On dit, oh mon Dieu, il a l'air de connaître plein de choses et tout. Lâchez ça. Posez des questions vraiment qui vous appellent, simples. Voilà. Osez. C'est le plus dur. Ou alors je suis super clair. Oui, allez-y. Est-ce qu'il y a une relation entre chamanisme et médiumnité? Alors, chamanisme et médiumnité. Je vais élargir à votre question, c'est une très bonne question. Dans le chamanisme, en fait, il y a, comme tout thérapeute, il y a autant de thérapeutes qu'il y a de thérapeutes, enfin il y a différentes techniques. Et dans le chamanisme, c'est un peu la même chose. Donc on a des gens qui vont avoir des outils privilégiés. Par exemple, il y a des chamans qui ne vont travailler qu'avec les rêves. C'est leur spécialité. Donc on n'est pas loin du rêve prémonitoire de la médiumnité. Hein. Il y a des chamans qui vont travailler en magnétisme, juste avec les mains. Il y a des chamans qui vont travailler avec les plantes, exclusivement avec les plantes. Alors, des tisanes ou des plantes psychotropes. Il y a d'autres chamans qui vont travailler uniquement avec les minéraux. D'autres chamans vont travailler avec les éléments. L'eau, le feu, le vent. Voilà. D'autres uniquement avec les sons, qu'on retrouve par exemple dans la médecine tibétaine avec les bols tibétains. Hein. C'est-à-dire que la vibration sonore, voilà. Et la médiumnité, c'est un aspect majeur du chamanisme. Voilà. Et c'est pour ça que dans nos campagnes, en fait, on a gardé des guérisseurs un peu comme ça, qui arrêtent le feu, qui font des trucs incroyables. Ça fait partie de notre terreau local. Hein. J'enseigne en Allemagne, par exemple. En Allemagne, il y a beaucoup moins de rebouteux. Ils n'ont pas ça, ils n'ont pas la culture en Allemagne. Même, si je vais en Bavière, par exemple, même dans des coins un peu perdus comme ça ne fait pas partie de leur culture. Ça s'est perdu. Ou, voilà, c'est pas... Ici, je suis sûr que vous avez des gens qui arrêtent le feu pas loin, dans le village. Quoi. Voilà. Hein. Est-ce que vous avez une autre question ? Allez, je continue. Je vais vous parler, je vous disais qu'il y avait une trame commune avec dans les différents chamanismes. Dans le chamanisme, on parle de différents mondes, de différents univers. Alors après, c'est que des mots de vocabulaire. Hein. Donc ça, je le disais tout à l'heure, ici, c'est le monde de la réalité ordinaire. Voilà. Et dès qu'on rêve, on est dans la réalité non ordinaire. Hein. Donc l'espace du rêve, c'est un espace déjà chamanique. Après, on peut apprendre à utiliser ces espaces de rêve pour vraiment en faire quelque chose. Hein. Donc il y a des techniques qui s'apprennent, c'est une de mes spécialités aussi, qui permettent d'utiliser le rêve pour obtenir des réponses, des orientations, voire des guérisons directement. Enfin voilà. Après, dans les états de transe auxquels on peut accéder très simplement au tambour, on va parler du monde du milieu. Voilà, c'est le monde ressources. Voilà. Après, on parle du monde du bas, là où on rentre dans les espaces-temps. Donc c'est là qu'on va aller explorer notre passé. Et puis, par exemple, on a le monde du haut. Donc c'est le monde avec des esprits beaucoup plus légers, voilà. Et on va aller, par exemple, explorer le futur. Parce que dans la récupération d'âme, je parlais des traumatismes qu'on peut transformer et récupérer de l'énergie pour ramener dans notre présent. Mais si par exemple vous êtes musicien et que vous voulez devenir un peu meilleur, eh ben vous pouvez aller dans ce monde du haut pour récupérer des dons.
Voilà, Et alors, vous allez sourire, mais c'est quelque chose en fait que vous faites déjà si vous avez fait du sport. Parce que quand on est jeune sportif, on a des idoles. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est gamin et qu'on a des idoles sportives? En fait, on s'identifie à l'idole et on veut faire comme. Et en fait, c'est une façon, dans cette approche qu'on a d'un héros, hein, en tant que gamin, d'accéder, de se coller à l'énergie. Et on le dit, à un moment donné, le maître dépasse l'élève, enfin, l'élève dépasse le maître. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, c'est une forme qu'on a tous fait, ou j'imagine que vous l'avez faite aussi, c'est de se rapprocher, de s'identifier à quelqu'un qu'on bade, quoi. On dit waouh, voilà, on est comme ça, on est baba, ah, voilà. Et naturellement, en fait, notre système cardiaque, hein, ce qu'on appelle le champ unifié cardiaque, en fait, il se met en amour, en passion, et cette passion rentre en contact avec le champ de l'autre. Et on est attiré vers l'autre. Hein. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose que la groupie de variété. C'est un peu différent. Hein. Là, c'est vraiment, je veux augmenter un potentiel et naturellement, spontanément, on le fait dans l'enfance. Voilà. Et dans le chamanisme, on peut pousser ça un peu plus. Par exemple, moi, dans ma famille, j'ai aucun guérisseur connu. Voilà. Ça ne veut pas dire que j'en ai jamais eu 201 avant. Mais moi, dans ma lignée, il n'y en a pas. Et pour moi, c'était un dilemme parce que une des façons d'accéder aux compétences chamaniques, en fait, c'est que le chaman choisisse un élève, et souvent c'est une transmission de lignée, de lignage dans les tribus traditionnellement. Voilà, ça se passe comme ça. Mais il y a d'autres transmissions dans les tribus. Par exemple, il y a un chaman, et en fait, dans le village, il va repérer quelqu'un qui a des compétences. Et il va choisir assez jeune l'enfant qu'il va former, à qui il va faire vivre des initiations au fur et à mesure de son avancée en âge. Et ça grandit petit à petit. Voilà. Et donc, pour moi, c'était un dilemme parce que je me disais, mais moi, il n'y a personne. Comment je fais? Et en fait, c'est par ces plans, par ces voyages et par ces accès, et puis par mon désir de progresser dans ce chemin, en fait, et en rencontrant des gens, que peu à peu, en fait, des compétences viennent s'ajouter dans mon système. Il y a une connaissance, il y a un savoir-faire qui peu à peu imprime le système. Voilà, ça marche comme ça. Et ce qui est très remarquable par rapport au chamanisme, parce que au départ, moi, ça me cassait la cervelle, c'est les premiers chamans avec qui je travaillais, je disais, mais où est-ce que tu as appris? Ils me regardaient comme ça, ils me disaient, mais j'ai appris tout seul. Je disais, mais non, t'as eu un prof, il y a une école. Ils me disaient, non, il n'y a pas d'école. Quand tu es chaman, tu sais que tu l'es. Alors, moi, quand même, je suis allé à l'école et j'ai tout appris à l'extérieur. Et pour nous, occidentaux, et moi particulièrement au début, je me disais, mais comment ça marche? Je ne comprenais rien, quoi. C'était comment il peut y avoir un apprentissage de quelque chose qui ne passe pas par un enseignant extérieur qui donne un enseignement pour que ça rentre dans mon système. Voilà. Et en fait, ça marche comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, la connaissance, on a tout à l'intérieur. Y compris les connaissances de guérisseurs et de guérisseuses. Mais ça va beaucoup plus loin. Ça veut dire que dans notre système, en fait, on a toute l'histoire de notre lignage, de notre famille, mais encore plus loin, de l'histoire de l'humanité. Dans notre mémoire, on a tout contenu. Alors là, on rentre dans le champ de la médecine quantique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, on parle de physique quantique. Mais dans la physique quantique, en fait, dans un système corporel, en fait, on a des points d'accès comme ça. Voilà. Bon. Je dépasse un petit peu le sujet de ce soir, mais c'est juste pour montrer que c'est très interpellant en fait ce mode de réappropriation des connaissances qui sont déjà à l'intérieur. Voilà. Ça va. Normalement, en général, là, ça crée un trouble. Les gens, ils font ils disent, comment c'est possible? Voilà. Le savoir-faire, il est à l'intérieur. Après, le rôle de l'ancien dans la formation, dans le cheminement, dans les initiations, en fait, c'est de créer de la sécurité. Parce que quand on rentre dans ces espaces intérieurs et qu'on scoltine l'histoire de l'humanité, autant dire qu'on se scoltine tout. Le pire aussi. Et donc, ça rend dingue.
parce qu'on se rend compte que l'humanité, elle peut être mais ahurissante de monstruosité, quoi. Alors, par chance, on n'est pas que là-dedans, quoi, hein, mais on rencontre aussi des espaces extrêmement lumineux où on rencontre d'autres forces qui viennent donner un peu de respiration à tout ça. Et dans notre système, en fait, on est dépositaire de tout ça. C'est pour ça qu'en vous, en chacun, en fait, vous expérimentez tous des moments où vous êtes au top et vous avez un moral au top, comme la météo, waouh, 300 jours de soleil par an. Et puis, les 65 autres jours, qu'est-ce qui se passe, quoi? On rentre dans des espaces de consternation, on se trouve en dessous de tout, on sombre dans un état dépressif. Je ne parle pas d'une dépression, mais des trucs où on est rattrapé par quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Et donc ça, vous le vivez tous, tout le monde le vit dans son propre petit monde intérieur. Et quand on fait un processus d'exploration profonde comme j'y suis allé, c'est énorme. Quand on rencontre les génocides amérindiens, cette histoire-là, qui est contenue aussi dans votre système, mais dans le mien particulièrement parce que j'y suis allé et que je l'ai vécu, mais c'est la crucifixion fois puissance 15, quoi. C'est terrible, quoi. Et ça met dans des espaces de désespoir. Et le rôle de l'ancien à côté, c'est de dire tout va bien, c'est normal, là. Ça va, tu vas ressortir de là, ne t'identifie pas à ce que tu vis, à ce que tu retrouves comme mémoire. Parce que dans ces drames est contenue en fait la connaissance. C'est chaud, hein. Voilà. Ça va, c'est pas trop martien ce que je raconte. Des fois, c'est un peu difficile. Mais je sais que souvent, ça parle aux gens parce que c'est des expériences que chacun peut faire des fois dans des rêves où d'un seul coup, vous faites des rêves où vous voyagez dans le temps, dans d'autres époques, et les gens disent c'est incompréhensible, quoi. Et en fait, c'est que le rêve en fait ouvre l'espace-temps, et dans cet espace-temps, on peut vraiment faire des rêves incroyables, y compris dans un passé très lointain, hein. Et si vous rêvez de Napoléon, c'est pas forcément que vous avez été Napoléon, ça n'a rien à voir, rien à voir, hein. Ah oui. Ce que je voulais dire aussi par rapport à ce tambour, en fait, parce que moi je suis quand même un occidental un peu avec un esprit très cartésien, quoi. Moi je suis archi bon en mathématiques, je suis nul comment dire, en tout ce qui est français, grammaire, tout ça, c'est pas mon monde. Mais donc j'ai une aisance avec les mathématiques et la science. Et donc le chamanisme, pour moi, c'était quand même très difficile d'accepter ça. Mais comme j'ai la capacité d'y aller, alors j'y allais. Puis après, je me disais, mais comment ça marche, mon Dieu, c'est incroyable. Et heureusement, la science, elle étudie ça, et notamment par l'étude du cerveau. Hein, l'étude du cerveau, là, en 10 ans, on a fait un bond phénoménal dans les imageries, la compréhension des émotions, étudier les rêves, étudier 1 milliard de choses qui est phénoménal. Et il y a un truc qu'on a étudié, donc c'est les ondes cérébrales. Et par exemple, là tout de suite, vous êtes en onde bêta, pour la plupart. C'est-à-dire c'est l'état de conscience flottant comme vous êtes là. Mais dès que vous fermez les yeux, vous fermez les yeux, vous passez en onde alpha. Et ça, on le connaît très très bien. Et puis si, par exemple, on fait une séance de méditation, avec la méditation, on descend un peu plus bas. Voilà. Hein, donc alpha, après je ne sais plus lesquels, enfin bon. Et puis, en fait, l'état de transe, on arrive à une fréquence très particulière qu'on appelle les ondes θ. Et ça, c'est enregistré et étudié, encore une fois, aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, ils ont des crédits, ils n'ont aucune peur ils n'ont pas de tabou particulier, donc ils y vont, ils étudient le truc. Et en fait, ils se sont aperçus que ces ondes θ, c'est une fréquence très particulière où les gens qui méditent profondément accèdent, où les enfants sont jusqu'à l'âge de 5 ans, on dit ils sont dans la lune, hein, on leur dit mets tes chaussures, alors il va mettre ses chaussures pour aller à l'école, mais entre-temps, incroyable, il y avait une mouche. Et la mouche a attiré toute son attention. Et les godasses, pour une autre fois. Hein, voilà. Et ça, c'est vraiment le monde de l'enfant, le monde de l'imaginaire. Et c'est l'enfant, jusqu'à 5-6 ans, ce qu'on appelle l'âge de raison, en fait, est quasiment en permanence en onde θ. Donc, vous remarquez un imaginaire phénoménal. Il voyage, alors il est un peu dans la réalité, mais il est beaucoup
ailleurs. Voilà. Et c'est à ce moment-là qu'ils peuvent vous dire mais le monsieur qui est à côté de toi, qu'est-ce qu'il veut? Et vous voyez personne. Hein, je ne sais pas si vous avez eu ça avec vos petits ou si vous avez entendu parler de ça. Enfin, si on est attentif à nos enfants, il y en a un certain nombre qui perçoit l'invisible, hein, les ondes θ. Et quand on voyage au tambour, en fait, c'est la même chose. On fait un rythme au tambour et on connecte les ondes θ. On ne dort pas, on est en pleine conscience, on est hyper conscient. Et à ce moment-là, si on sait où aller, eh ben, on peut rentrer dans les espaces de la réalité non ordinaire et découvrir notre cartographie intérieure. Hein, et chacun a la sienne. Ça va? Et ça, on l'a étudié, Institut Monroe aux États-Unis. Et alors, ils font des trucs, ils s'amusent à faire des ondes particulières pour faciliter l'apprentissage des langues, tout ça. Bon, ils sont américains, et s'ils peuvent faire un peu de business, parce qu'il faut quand même rentabiliser la science. Donc, il y a plein de choses comme ça qu'on sait. Et donc, très simplement, on accède à un état de conscience hyper conscient, où on accède à cette hyper créativité, donc aux autres mondes. C'est beaucoup plus confortable, parce que ça se met en place en quelques minutes. Et puis dès qu'on décide d'en sortir, on en sort. Si je me lève, je quitte la pièce, je reviens en onde alpha très rapidement, en onde bêta très rapidement. Hein, et c'est très doux, c'est-à-dire c'est pas violent, c'est très confortable. Voilà. Et très efficace pour explorer. Parce qu'on peut explorer, revenir, hop, on dit « Ah ouais, j'ai vu ça », on écrit, on prend des notes, on fait un dessin. Et je repars, hop. Et petit à petit, on construit et on découvre tout un monde intérieur qu'on ignorait. Mais souvent, où on avait un petit peu l'intuition. Hein, et c'est en utilisant cette connexion aux autres mondes qu'on va apprendre, qu'on va réaliser cette récupération d'âme. Alors, je vais un petit peu vous expliquer comment ça marche, la récupération d'âme. Vous imaginez, quand il y a une perte d'âme, on dit que le temps s'est arrêté. C'est gelé, le monde est gelé, l'espace-temps est gelé. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film Un jour sans fin. C'est-à-dire que c'est quelqu'un c'est un journaliste, il va faire un reportage, et puis dans le nord du Canada, tout ça, et en fait tous les matins, il se réveille au même moment et il revit la même journée. Et il se rendort, et il revit la même journée. Alors il n'en peut plus au bout d'un moment, alors il essaye de se suicider, mais malgré qu'il soit suicidé, il revit des trucs, voilà, jusqu'au moment où il tombe amoureux. Et vous vous souvenez de ce film? Voilà. Et il y a quelque chose dans la perte d'âme qui est comme ça, c'est-à-dire qu'une partie de notre histoire et du traumatisme maintient une part de nous là. Et si une part de nous est là, en deuil, en difficulté, eh ben en fait, cette énergie, elle n'est pas disponible pour que j'avance dans ma vie. C'est extrêmement simple. Donc dans la pratique de récupération d'âme, l'idée, c'est je vais rentrer dans l'espace de la réalité non ordinaire, en ayant appris comment faire. Je vais utiliser ce qu'on appelle des alliés de pouvoir. Alors je vais vous dire après ce que c'est que des alliés de pouvoir. Et avec l'aide de ces alliés de pouvoir, je vais voyager dans le temps pour que l'allié de pouvoir fasse un soin, ce qu'on appelle la récupération d'âme. Et en faisant le soin, amène une pacification de cet espace-temps. Et dans la pacification, ramène l'énergie, elle se recolle, elle vient revenir là dans mon système présent. C'est simple à dire. Des fois, c'est un peu plus complexe selon les traumatismes qu'on souhaite travailler. Hein. Mais c'est vraiment où on va utiliser ce qu'on appelle les espaces-temps. On voyage dans le temps. On voyage nulle part, hein, on est toujours là, hein, c'est pas retour vers le futur. Mais c'est vraiment, on utilise quelque chose qui nous fait voyager comme dans un rêve pour aller par là. Voilà. Donc les alliés de pouvoir, qu'est-ce que c'est qu'un allié de pouvoir ? Quand vous priez Marie ou Jésus, si vous le faites, ou Bouddha, ou je ne sais pas quoi, en fait, c'est exactement ça. C'est une forme d'alliance avec quelque chose d'invisible, plus vibratoire, et qui va venir créer quelque chose dans votre système. C'est une forme d'alliance. Plus vous le faites,
si vous êtes dans cette connexion-là, je ne parle pas de croyance, je parle de connexion, ça va petit à petit créer quelque chose. Hein. Les gens qui arrêtent le feu, ils font une prière. Voilà. Et les alliés de pouvoir, on en a beaucoup, mais chacun les siens. Alors, on parle d'animaux totems, par exemple, dans le chamanisme. Donc, je vais prendre l'exemple de l'ours. L'ours, c'est un animal totem que vous avez tous eu au moins une fois à la maison. C'est le petit ours du petit enfant. Le doudou, qui a été une peluche, un petit ours. Alors, ça vous fait peut-être sourire, mais quelle est la fonction? En psycho, on va dire, c'est l'objet transitionnel qui permet de faire, de mettre du séparé entre le petit et la mère ou le parent. Donc ça, c'est l'explication psy. Et en fait, elle permet à l'enfant de créer du confort dans son système et de la sécurité pour que, quand l'ours est là, quand son doudou est là, en fait, il puisse quitter le foyer, la maison, pour aller à la crèche ou à l'école par exemple, et puis il est confiant qu'il a assez de courage pour affronter la solitude, et puis dire « Ah oui, en fait, je vais le retrouver, je vais la retrouver. » Voilà. Et il n'a pas besoin d'une ou deux expériences avec son doudou. Vous avez vu le temps que ça prend pour garder son doudou. Hein. Je citerai personne, mais j'ai une fille de 14 ans qui a encore un doudou. Voilà. Et ça prend du temps, voilà. Et en fait, après, quand on est adulte, on a tous nos doudous, on en a eu, c'est un compagnon, une compagne, hein. Des fois ça fait office de doudou. Hein. Ça crée de la sécurité au moment où on est en insécurité, en fragilité, voilà. Hein. Alors, mais dans le chamanisme, en fait, on ne va pas l'utiliser de façon aussi légère, en fait. L'ours, on va l'utiliser, quand on l'a comme allié de pouvoir, on va l'utiliser pour aller faire des soins dans le passé, quand il y a eu des blessures de cœur, des gros deuils, où il y a eu vraiment une explosion du cœur. Quand on perd un parent, on perd un enfant, on perd vraiment des drames de vie, on utilise l'ours. Si on l'a, il y a d'autres, hein, il y en a d'autres. Hein. Parce que l'ours est capable de générer un amour inconditionnel qui va pacifier. Alors quand on est sur des gros deuils, on ne le fait pas en une fois, des fois il faut venir 2 fois, 3 fois, pour que l'énergie et la transformation de la souffrance, elle s'apaise et on récupère l'énergie à ce moment-là. Voilà. Vous voyez le truc? Qu'est-ce qui pourrait me venir comme autre exemple? Moi, il y en a un que j'ai personnellement, c'est un cerf blanc. Le cerf blanc, c'est un allié de pouvoir qui permet de travailler sur tous les dysfonctionnements autour du sang. C'est-à-dire les maladies graves autour du sang, les leucémies, toutes ces blessures avec les maladies virales, tout ça. Donc c'est un animal que je vais utiliser pour rentrer dans le système immunitaire de la personne et essayer de bouger quelque chose. Voilà. Hein. Mais ça peut être beaucoup plus discret, ça peut être une luciole. Parce que la luciole, quand on fait un travail de récupération d'âme, des fois on va rentrer dans des espaces où il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de traumatisme, beaucoup de noirceur. Et en fait, quand on y va, on est dans le noir. Alors des fois, il y en a qui sont malins, ils ont pris une lampe torche. Mais il y en a, ils n'ont pas eu de lampe torche et arrivent dans leur système des alliés de pouvoir une petite luciole. Et la luciole va être suffisante pour éclairer cet univers-là. Il y a un film, un conte qui est vraiment merveilleux, qui raconte bien le monde chamanique, c'est Alice au Pays des Merveilles. Voilà. Et si vous voyez le film de Tim Burton, c'est vraiment une très très belle représentation de ce qu'on peut rencontrer dans les espaces chamaniques. Voilà, alors c'est un peu spectaculaire, c'est du Tim Burton, mais je vous encourage vraiment à revoir ce film en le regardant en disant mais si je le regarde avec les yeux du regard chamanique, en fait vous rentrez vraiment dans des univers incroyables de conscience. Et vous voyez comment Alice, quand elle chemine dans ces différents espaces, en fait elle quitte le monde de la petite enfance, où elle va subir un mariage arrangé, etc. Et où après tout ce cycle, ce circuit de transformation, elle rentre dans le monde de la femme et de la puissance de la femme qui dit « je vais choisir ma vie ». C'est vraiment ça.
Parce que quand on a accumulé ces traumatismes et ces pertes d'âme, en fait, on est un peu anesthésié. Il y a vraiment quelque chose en soi qui perd le contact avec sa pêche, quoi. Voilà. Et ce qui fait qu'on peut vite se laisser manipuler, se laisser moutonner, on peut... Excusez-moi s'il y a des fonctionnaires parmi vous, mais on peut être un fonctionnaire très, très discipliné. Voilà. J'ai rien contre les fonctionnaires, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais on peut être très normé. Voilà. Et c'est une norme, en fait, où j'ai pas été maltraité et conditionné par la norme de la fonction, mais c'est qu'en fait, je suis incapable d'aller chercher en moi ma créativité. Hein. On peut être fonctionnaire et puis à côté être un photographe passionné et puis avoir une vie éclatée. Mais c'est vraiment... vous sentez ce que je veux dire, cet affaissement dans le système. Voilà. Et l'enjeu, c'est vraiment de ressortir avec cette autonomie, cette vivance, cette envie, vitalité, cette envie d'y aller, et malgré l'âge, ne pas finir comme Tati Daniel. Voilà. Parce que Tati Daniel, si vous vous souvenez de ce film, elle est aigrie, quoi. Et en même temps, elle est encore hyper intelligente, elle est affûtée, quoi. Mais elle a tout mis au truc comme ça, voilà. Une espèce d'aigreur. Hein. Et ça, c'est vraiment typique de l'accumulation des traumatismes. Hein. Donc revenir dans une brillance. Voilà.